Eh bien, le Moyen-Orient traverse une période particulièrement critique de son histoire, une période marquée par des tensions croissantes et des tentatives de redéfinition des équilibres régionaux peut-être. Dans ce contexte, des voix appellent à privilégier le dialogue, le respect de la souveraineté des États et des solutions politiques plutôt que la confrontation. Effectivement, parallèlement, les négociations entre les États-Unis et l'Iran soulèvent de nombreuses questions. Ouvrent-elles la voie à l'apaisement ou traduisent-elles simplement une gestion des tensions? La question libanaise s'impose aussi, beaucoup de points d'interrogation sur l'avenir du Liban et quelle place justement le Liban et la question libanaise et la question palestinienne occupent-elles aujourd'hui sur la scène régionale et internationale? Où se place le droit international? Ça, c'est la question. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marwa Refat. Bonjour Marwa Refat. Vous êtes chercheuse en droit international. Ravie de vous avoir justement parmi nous aujourd'hui pour parler du droit international. À nouveau, on parle du droit international qui devait justement résoudre tout problème, toute question justement ou tout désaccord. Aujourd'hui, est-ce que le droit international tel qu'il est défini joue le même rôle? Bien sûr, le droit international, il fixe un cadre. Alors, il y a plusieurs normes maintenant. Alors, le droit international, il établit des principes, comme par exemple le respect de la souveraineté des États ou encore l'interdiction de recourir à la force en dehors des cas précis. Donc, le droit international, toujours il applique, il a des normes, mais le problème est que comment sanctionner les pays qui violent le droit international. Et ça vient de la volonté des États, parce que pour qu'il soit vraiment efficace, les États doivent avoir une volonté, parce que sans volonté réelle des États, même les règles juridiques les plus solides, elles deviennent limitées en fait. Donc, et on voit ça sur scène, il y a des violations du droit international, mais sans conséquences immédiates. Alors c'est ça le problème. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui définit le rôle que doivent jouer les instances juridiques, si vous le voulez? Quand on parle des instances juridiques, on parle des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies par exemple, et notamment le Conseil de sécurité. Donc le rôle, il est primordial parce qu'il encadre tout effort de négociation maintenant par exemple. Alors le problème est que ces organisations ne produisent pas des négociations et c'est ça la problématique et la question se pose. Alors parce qu'ils encadrent seulement les négociations. Alors c'est ça, le rôle est primordial et tout le droit international est sous l'égide des organisations internationales, c'est leur source notamment. Alors c'est ça et le rôle est primordial encore une fois. Très bien, si on parle de la région, de la question régionale du Moyen-Orient, justement les négociations entre les États-Unis et l'Iran s'inscrivent aujourd'hui toujours dans un cadre juridique international efficace où certainement tel qu'on le voit, ça s'inscrit dans un cadre de force, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est vrai ou on peut toujours parler de droit international? Ok, elle peut être les deux. Oui, bien sûr, elle est dominée par les forces, bien sûr, mais les négociations, elles s'inscrivent dans un cadre juridique international et on trouve quand même des références. On a les traités de non-prolifération nucléaire, on a les résolutions du Conseil de sécurité, on a l'accord de 2015 qui, en fait, organise le programme nucléaire iranien. Donc, mais quand même, il s'est affaibli après le retrait unilatéral des États-Unis. Donc, si on prend cet exemple, on trouve, il explique tout l'enjeu ou les défis. Parce que les négociations sont soumises au droit international, il est contraignante, mais parfois des actes unilatéraux, elle affaiblit ce droit international. Alors c'est ça le problème. Très bien. Quand on parle de contraignant, ça s'oppose à cette question de force, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, ça se pose toujours. Si on prend par exemple comme exemple l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis en 2015, voilà, un accord qui s'est envolé en 2018, justement, c'était un accord juridique, effectivement. Mais temporairement, oui. C'était pas destiné à être temporaire, en tout cas. Oui, mais c'est après les actions, oui, des États-Unis. Alors, c'est ça, si on parle que quand les pays décident de s'affranchir des traités internationaux. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Le droit international s'est affaibli dans ce cas-là, parce qu'il est soumis au rapport des forces des grandes puissances. Et quand les grandes puissances, elles ne respectent pas le droit international, c'est ça le cas, par exemple, l'accord de 2015. Alors, il était efficace, mais pour une période donnée. Mais après cette période donnée, il a devenu inefficace. Alors, et maintenant, il y a des négociations, et les négociations, maintenant, elles se déroulent après des confrontations militaires. Et chaque partie, elle dépend de sa point de force. Alors, les États-Unis, Washington, elle a négocié à partir de ses puissances militaires, ses puissances économiques. On a l'Iran, elle a mis sur ses puissances, on peut dire nucléaires, elle a brandi la carte de Détroit d'Ormuz quand même. Donc, c'est ça l'enjeu maintenant, c'est qu'il y a des tensions, il y a des grandes puissances. Les grandes puissances elles-mêmes ne respectent pas le droit international, donc il s'est affaibli, mais il est toujours contraignant. Il y a une dualiste maintenant, ou une situation paradoxale, on peut dire. Très bien. Dans ce cas, il pourrait y avoir des poursuites juridiques, par exemple, où on s'arrête là, c'est-à-dire un non-respect justement du droit international, et on s'arrête là. Alors, en théorie, il y a plusieurs mécanismes juridiques. Mais en pratique, on se voit maintenant qu'on peut, oui, on peut arrêter là en pratique. Mais en théorie... En théorie, oui, justement, j'aimerais passer par là. Oui, en théorie, on a bien sûr les résolutions du Conseil de sécurité. Mais il est toujours bloqué à cause du droit de veto. Et alors, on peut dire, c'est une justice à géométrie variable, c'est ça le problème. On a les intérêts des grandes puissances. Alors, il y a la Cour pénale internationale. Alors tout ça, c'est théoriquement, il peut imposer des sanctions pour que les États ne violent pas le droit international. Mais en pratique, ce sont les grandes puissances qui violent le droit international. Alors comment les sanctionner? Cela le dilemme. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine révision du Conseil de sécurité, l'organisation justement même au sein de ce Conseil, puisque vous avez justement parlé du droit de veto. Aujourd'hui, le contexte international n'est pas le même, comme a été le cas lors de la création du Conseil de sécurité, de l'ONU et tout cela. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir une certaine révision de ce cadre ou non? Alors, c'est un projet quand même proposé par l'Égypte et de réviser le Conseil de sécurité parce qu'il est créé par... en fait, le droit international est toujours créé par les grandes puissances. Alors, bien sûr, il est imposé par les grandes puissances, appliqué par eux. Donc, aucune autorité ne peut imposer une règle ou une décision si une grande puissance décide de ne pas y conformer. Et c'est ça le problème du Conseil de sécurité. Donc, concernant une révision, alors bien sûr il y a un projet proposé par l'Égypte ou par les pays en développement quand même, parce que c'est leur droit d'être présenté au Conseil de sécurité, pas d'une manière temporaire, mais le droit de veto, il empêche leurs droits quand même, leurs décisions, parce qu'on a la Russie, on a les États-Unis, ce sont deux pôles où existe une rivalité entre eux et chaque État, elle protège ses intérêts. Alors, bien sûr, on peut avoir une révision, mais ça va être dur en pratique parce que les deux pôles, elles organisent ou elles dominent ce Conseil de sécurité. Très bien. Aujourd'hui, on peut parler d'une certaine dynamique de fragmentation systématique, plus ou moins, des États. C'est-à-dire, le droit international, il existe et il est là en tant que
que droit international, c'est-à-dire le texte même, il existe, qui doit être contraignant, qui ne l'est pas. Est-ce que là, on parle justement dans ce contexte d'une certaine dynamique de fragmentation, c'est-à-dire à long terme, on aimerait bien, ou voilà, il y a une certaine volonté de parvenir, d'y arriver de la part de certaines puissances, si vous le voulez? Alors, une fragmentation, oui, mais symétrique, ça dépend. Systématique. Systématique, Oui. non, ça dépend parce qu'il y a certains États qui sortent des crises fragmentées. D'autres États sortent des crises plus solides. Comme donc, quels sont les aides qui sortent encore plus solides? Par exemple. Mais bien sûr, le Liban, la sortie plus fragmentée. Il y a des crises internes au Liban parce que le Liban est fortement intégré dans les dynamiques régionales, notamment entre les tensions qui se passent entre l'Iran et les États-Unis. Mais d'autre part, on a l'Iran. Non, l'Iran a sorti plus solide, en fait, parce que il y a une souveraineté revendiquée par l'Iran et les objectifs américains ne sont pas encore atteinte. L'affrontement, par exemple, le dénouement du régime iranien n'a pas encore mis en scène, pardon. Donc pour cela, on peut dire, oui, que l'Iran l'a sortie plus solide. Très bien. Et pour des décennies, malgré voilà, l'Iran qui faisait l'objet de sanctions internationales, vous trouvez qu'il était sorti plus ou moins, qu'il était toujours qu'il est sorti solide aujourd'hui, vous voulez dire, ou qu'il a pu justement faire face à des décennies de sanctions internationales qu'il visait. Aujourd'hui, vous pensez que l'Iran serait le même après cette crise? En fait, bien sûr, il s'est affaibli, bien Oui. sûr. Mais à cause qu'il a pu parvenir cette période de sanctions, il a sorti plus solide. Alors, on peut dire que ce sont les deux. Alors, l'Iran s'est affaibli maintenant, mais le régime iranien, il existe maintenant. Il n'est pas encore, il n'y a pas une chute du régime iranien. Alors, l'Iran, elle continue à être plus solide quand même. Elle peut être plus solide à cause de son programme nucléaire, en raison des taxes qu'elle veut appliquer sur le détroit d'Ormuz. Donc, elle existe toujours plus solide. Très bien. Marwa Refat, vous êtes chercheuse en droit international. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci, Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.